Bonjour tout le monde, bienvenue dans 100% PSG La Tribune. Alors je sais, j'ai pas la même tête, j'ai pas la même voix que le boss, le patron, j'ai pas de mèche, j'ai pas de barbe. Quoique, ça se discute certains jours. En tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui vais animer 100% PSG La Tribune. Pourquoi ? Parce que Bruno Salomon est en partance pour le Portugal, puisque au moment où on enregistre, demain, nous avons un match contre le Sporting. Donc Bruno est en voyage, Romain Bédouc pouponne, et donc finalement, c'est moi qui me retrouve à animer Tribune. C'est un plaisir, évidemment. Bienvenue à tous. Si vous êtes content de me voir, mettez un like. Si vous auriez préféré Bruno, mettez un like. Comme ça, l'un dans l'autre, on met des likes, et nous, ça nous fait donner un peu de punch à notre vidéo pour les automatismes et les machins, je sais plus comment ça s'appelle, si vous savez, les gars. J'ai aucune idée. Arrête de mettre de la sauce là. Tu sais, les trucs de maths là sur YouTube. Les stats, les datas, tu sais, les algorithmes. Les algorithmes de YouTube. Tout ça pour vous dire que à la fois vous écoutez ce podcast en version radio sur les plateformes et en même temps vous pouvez nous voir en vidéo sur YouTube, et ça c'est très cool aussi. Vous pouvez même le mettre sur votre télé en grand. C'est très sympa de se faire ça au coin du feu de temps en temps. Voilà, un petit épisode de la Tribune à la télé. C'est parti les gars, on va y aller. 100% PSG, la Tribune. Aujourd'hui, on va célébrer ensemble le génie d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or est-il enfin de retour ? Évidemment, on va parler de son doublé et notamment de son deuxième but absolument exceptionnel face à Lille. On va aussi parler de la 100e victoire de Lucho, c'était donc contre Lille. Mais comment peut-il se réinventer ? Il va falloir faire quelques changements tactiques pour que nos adversaires continuent à être surpris par ce que propose le Paris Saint-Germain. On va aussi se demander dans quel état on va récupérer Achraf Hakimi, puisqu'hier, il a perdu la CAN à la fin d'une finale complètement incroyable face au Sénégal, d'une dramaturgie folle, un match de folie, voilà, tout simplement, mais dans tous les sens du terme. On parlera de tout ça, on sera aussi tout à l'heure avec Alexandre Carvalho, qui est un spécialiste du foot portugais, qui va nous parler un peu du Sporting pour nous préparer au match de demain. Et maintenant, je vous présente les forces en présence. 100% PSG, la Tribune. Il est journaliste à SoFoot et à Nice Matin. Matt Faure est avec nous. Salut Matt. Salut. On sent le mec qui est en vacances. Il est bien, il est détente. Au bord de la mer. Ça va Matt ? T'as apprécié la finale de la CAN ? J'ai regardé les 20 dernières minutes parce que j'ai regardé le magnifique film The Rip avec Ben Affleck et Matt Damon sur Netflix. J'adore, que des beaux gosses. Non, je te demande ça en premier parce que je sais que t'as pas suivi la CAN, ce qui n'est pas tellement étonnant vu que t'habites à Nice. C'est peut-être moins, les gens sont peut-être moins ambiancés CAN à Nice qu'à Paris. Non, j'ai mon voisin sénégalais, il a lâché un gros cri d'ours à 23h30. Il était heureux comme un enfant. Il était vraiment content. Évidemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient heureux de voir le Sénégal gagner à la fin. Même si au début, par exemple, moi j'étais pour le Maroc, à la fin j'étais clairement pour le Sénégal. On va demander leur avis aux garçons qui sont autour de la table. Émeric Le Gall, journaliste à 20 minutes. Salut Émeric. Salut Pia, salut tout le monde. Émeric, tu es coach en portugais. J'ai remarqué ça depuis. Pas du tout. Voilà. J'allais dire que j'étais très heureux d'arriver dans cette émission et tu me mets dans la sauce direct. C'est mon petit truc en plus. Voilà. Émeric, tu l'as suivi la finale hier ? J'ai suivi la finale, mais tu vois, comme Mathieu, même si je suis à Paris, j'ai eu du mal à m'intéresser à cette compète. J'ai dû liver 2 matchs, donc je l'ai fait. C'est par obligation professionnelle. Mais la finale hier, c'était quand même un gros bonbon. Ça fait plaisir de ne pas être impliqué émotionnellement comme à France-Argentine et de voir un match de zinzin tout le long en se disant, bon, moi, je vais ressortir indemne. Les autres, beaucoup moins. Et quoi qu'il arrive, il y aura un joueur du PSG qui repartira avec le trophée. Donc finalement, c'est Ibrahim Baye et pas... Mbaye Maradona hier. Ouais, franchement, son entrée... impressionnant. Ah ouais, vraiment. En face de toi, un autre Maradona, mais d'un autre style, c'est Marc Méchenois. Insider, journaliste insider. Salut Marc. Ah, c'est beau. T'as vu ça ? Merci. J'aurais préféré Zizou que Maradona. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça m'a plus inspiré Maradona. C'est le côté vie nocturne. Ah, j'ai cru que t'allais me dire oui, voilà, le samedi soir, t'enfilais pas que des verres. Voilà. On n'a pas passé beaucoup de samedi soir ensemble. C'est plutôt des lundis matins, nous, notre truc. Ouais, mais bon. c'est vrai. Voilà. Bon, Marc, est-ce que tu peux nous révéler ce que tu es en train de faire sur ton téléphone ? Parce que c'est très intéressant. Je suis en train de faire un petit récap des qualités et défauts de Dro Fernandez. Ah voilà. Le nouveau milieu qui va sans doute arriver au Paris Saint-Germain. Sans doute, c'est sûr. Ouais, quasi. Ok. Ouais, il leur a dit clairement ce week-end, je pars en fait. Ok. Voilà. Et il leur a dit où il partait ? Qu'il avait donné sa prio au PSG. Enfin, de toute façon, du côté de Barcelone, je crois qu'ils sont au courant depuis le milieu de semaine dernière, très clairement. D'accord. Ça s'est senti dans les discours d'Hansi Flick. Non, parce qu'ils sont capables de dire la durée de contrat du joueur au PSG, donc avant que ça sorte.
D'accord. Donc, Donc voilà. ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Du coup, tout à l'heure, tu pourras nous parler un peu de Dro Fernandez, et ça, c'est cool. Parce je que fais tu un nous peu de diras vidéos, j'ai appelé des copains scouts et puis voilà. Trop fort. Voilà. Non, mais il a passé la nuit à éplucher. Pas la nuit, mais j'ai passé un petit quart d'heure hier soir, et puis un petit quart d'heure. Il y a des outils. Il y a des outils. Moi, j'ai cru que le mec avait bossé toute la nuit. Enfin, ça va, tu sais, pour lire 10 pages de rapport, j'ai pas besoin de. De ChatGPT. J'ai un peu besoin de ChatGPT mais pour lire, j'en ai pour un quart d'heure, quoi. Oui, écoute, en tout cas, je suis content d'être avec vous, les gars. Merci. Et on va commencer donc cette émission en parlant de Dembélé. Est-il de retour? Parce que c'est marrant, j'ai regardé les sujets de la semaine dernière dans Tribune. Faut-il vendre Dembélé? Mort de rire. 3 jours après, il met un doublé de fou, dont ce deuxième but qu'on va s'écouter en version Bruno Salomon et Eric Rabé-Santana. Quand Rabé hurle derrière, c'est qu'il se passe vraiment un truc de ouf. Oh, bien joué. Pas blessé. Attention Dembélé. Dembélé qui va vouloir frapper. Dembélé, il en a 3. Le petit ballon piqué. Le lob. Le ballon d'or vient de frapper. Un énorme coup. Et là, on a Tripi Makonda qui est juste à côté. C'est une dinguerie. Exceptionnel. Rico est debout, en train d'applaudir. La tribune de presse est debout. Le stade est debout pour ce qui vient de se passer. 3 joueurs éliminés. Petit ballon piqué. Et ce ballon qui vient vraiment se mettre sous la barre pour un lob extraordinaire. Deuxième but, le doublé d'Ousmane Dembélé qui est en train de rouler. Il a le masque parce qu'il n'est pas là pour enfiler les perles ni pour compter la billetterie. Oh, c'est bien joué. Oh la vache qu'il vient de nous faire. Voilà, c'était un beau moment de foot. Matt Fort, j'ai envie de te demander ton avis en premier. Vous avez noté, les garçons, qu'on n'a pas fait les j'aime pas, c'est parce qu'on va le faire dans le désordre vu que j'avais oublié qu'il fallait les faire. Donc on va faire Dembélé en premier. C'est freestyle, vas-y, tranquille. C'est freestyle total. On est bien. Moi j'arrive, moi tu me mets là, je fais mes trucs à ma sauce. Bien sûr. Donc on va se faire Dembélé, on fera les j'aime pas après. Matt Fort, j'ai envie de t'entendre sur ce but d'Ousmane Dembélé. Alors moi j'ai une vie très simple, c'est que j'ai pas beIN Sport. Donc, oh non il avait prévenu. L'année dernière, j'ai vécu une vie de pirate. Tu vois, je me suis senti hors la loi. J'ai payé 50 balles pour avoir l'IPTV. Et donc, j'ai regardé tous les matchs. Et cette année, j'ai dit, allez, il y a Ligue 1+, je vais faire un effort, je vais mettre de l'argent. Et un match sur 2, c'est sur beIN Sport à la con que j'ai pas. Donc du coup, j'ai écouté un vieux type barbu là, qui aime bien le hockey et qui s'habille comme un lycéen des années 70 dans le Massachusetts. Et donc j'ai écouté l'extrait que tu viens de passer. Ouais. Et après, je me suis refait le match au calme, en vrai, une fois connaissant le résultat. Et c'est vrai que le but, il est exceptionnel parce que tout ce qu'il fait, c'est à contre-courant de ce qu'un joueur normal ferait. Exactement. Et au final, c'est ce qui fait que le but, il est incroyable. Bon, il est bien aidé par le gardien qui fait 2,50 m et qui se fait lober sur sa ligne. Mais franchement, tout ce qu'il fait dans l'action, ça fait du bien. Et j'ai envie de dire, enfin, on a des frissons avec Ousmane parce que depuis le début de saison, il y avait beaucoup d'inquiétudes, je trouvais. J'avais le sentiment qu'on avait peut-être retrouvé le mauvais Ousmane, c'est-à-dire celui qui est tout le temps blessé, qui a du mal à revenir. Et c'est pour ça que le vendre peut-être pas, mais sa prolongation, ça peut être un vrai sujet parce que c'est quel joueur tu prolonges? Est-ce que c'est le joueur frisson qu'on a eu 6 mois l'année dernière ou est-ce que c'est le joueur intermittent qu'on a très souvent dans sa carrière et notamment en équipe de France? Donc je comprends que c'est un sujet pas facile à trancher, mais c'est sûr que s'il fait des matchs comme il a fait vendredi et qu'il met des buts comme ça, il te change complètement la gueule de l'équipe, il bonifie les autres et c'est un joueur à la fois collectif et à la fois décisif et puis voilà, puis c'est pour des mecs comme ça que tu viens au stade, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et Aymeric, t'as beaucoup opiné du chef pendant que Mathieu parlait. Oui, oui, parce que effectivement, moi je me suis toujours demandé quand. Il y a le deuxième but qui est juste phénoménal parce que quand tu vois cette trajectoire, tu te dis mais tu la sens venir et quand elle est au top de la trajectoire, tu dis oh putain, elle va tomber dans le but quoi et elle redescend. Et donc c'est un but vraiment pour l'histoire. Mais le premier, je trouve que le premier il dit aussi beaucoup de choses de ce qu'est en train de redevenir Ousmane Dembélé. Cette frappe, elle est pure, elle est parfaite, elle est millimétrée, enroulée du gauche. Placé. Voilà, va la chercher Coco, t'es mort. Et ça note quand même, c'est des signaux positifs, ça correspond à grosso modo à ce qu'on a vécu l'année dernière au réveil ou à la révolution d'Embélé l'an passé. Donc c'est au bon moment. On sait que
ce joueur-là, quand il n'est pas au top physiquement, c'est très très compliqué. Et là, il a l'air mieux. Et dans la mentalité, voilà, on l'a revenu, il est redescendu sur le terrain, il a fait jouer les copains, il a bougé de partout, il a dribblé, il a frappé. Il a pressé le gardien. Ouais, voilà. Tu vois, les petits signaux de l'année dernière, là, tu te dis... Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais après, moi, avec Ousmane, j'ai toujours eu peur parce que, comme disait Mathieu tout à l'heure, une carrière, c'est très long et ces 6 mois-là, c'est pas grand-chose sur la flèche du temps d'une carrière. Moi, j'ai toujours peur que ce miracle Dembélé, qu'on nous l'enlève, qu'on se réveille un matin et que la parenthèse enchantée soit terminée. Mais voilà, ce qui laisse à penser là, la réaction sur le but, où il est un peu colère, tu vois, il met son doigt sur la bouche, genre taisez-vous un peu les critiques que j'ai entendu. J'aime bien cette mentalité-là, donc je vais plutôt y voir des signaux positifs pour les mois à venir, quoi. C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que c'était un miracle ces 6 derniers mois l'année dernière, ou est-ce que c'est son vrai niveau et est-ce qu'on va le revoir? Marque 5 buts en 5 matchs sur les derniers matchs. Ça lui réussit quand même le mois de janvier à Dembélé. J'espère depuis 1 an. Ouais, depuis 1 an, c'est ce que j'allais dire. J'espère que l'élan ne va pas s'arrêter aussi rapidement qu'il est réapparu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ici, on le dit depuis début du mois de janvier, que chaque match, tu vois des choses nouvelles et tu retrouves peu à peu des éléments de ce qui était Ousmane Dembélé prime, quoi. D'abord des appuis, des duels, le fait d'aller provoquer, puis après de rentrer intérieur, de tenter des frappes et de tenter des choses qui sont Ousmane Dembélé. Et il y avait un truc, moi je trouvais qu'on n'avait pas retrouvé et que là tu as retrouvé, c'est le regard. Tu sais, le regard de tueur, le mec qui a plus envie de sourire. Ouais. Et je trouve que là, quand tu le vois célébrer son but avec son regard de tueur, allez, c'est bon, il est là. Le petit frisson il est revenu. Il est là. Il y a un truc aussi à noter, je ne sais pas Matt si tu as remarqué ça, mais les 3 derniers buts qu'il met, c'est pas du tout des buts en force. C'est vraiment des buts délicats. Même le premier contre Lille, c'est le cas aussi. Il est hyper bien placé, mais il n'est pas très puissant. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait pu reprocher à Ousmane au début de la saison dernière, de tirer trop en force et du coup de ne pas cadrer. Matt, je trouve qu'on sent un peu un horloger qui est en train de retrouver le contact avec ses sensations. Ce qui est toujours bizarre avec lui, c'est que, je ne sais pas s'il le sait lui, mais moi j'arrive toujours pas à savoir s'il est gaucher ou droitier. Et j'ai même l'impression qu'il a une meilleure technique de frappe du gauche, alors qu'a priori il est censé être droitier que du droit. Donc c'est vrai qu'il fait du bien, il est peut-être plus fluide, mais j'avais trouvé son retour intéressant dans le jeu où il arrivait en jouant, en marchant, parce qu'il n'avait pas encore de rythme, il fuyait un peu les duels, mais il avait une qualité de passe, il trouvait des angles ou des zones de jeu exceptionnelles, et là il commence à rajouter un peu de vélocité et de mouvement, donc c'est sûr qu'il revient petit à petit à son meilleur niveau, puis on peut le faire jouer enfin en pointe, et puis ce qu'il faut c'est qu'il enchaîne les matchs en fait. Parce que cette équipe, je n'ai pas été chercher, mais je ne sais pas combien de fois on a aligné le 11 du 31 mai depuis le début de la saison, mais je pense que ça va être 1 ou 2 fois max. Donc c'est aussi ça le souci de cette saison pour l'instant, c'est qu'on a quasiment jamais eu l'équipe type au complet, et on a eu nos 2 joueurs les plus créatifs et les plus dangereux qui sont Doué et Dembélé, quasiment absents la moitié de la saison. Donc on n'a pas pris trop de retard, je trouve ça va, mais maintenant il faudrait vraiment, comme l'année dernière, lancer la machine. Ouais, et alors Ousmane, il a dit un truc super intéressant après le match vendredi. Il a dit, après une première partie de saison où j'ai eu quelques blessures, je pense que c'est un mal pour un bien pour moi. Je suis bien à 100% pour la deuxième partie de saison. En fait, on savait tous qu'il y aurait des blessures en ce début de saison, vu la saison qui venait de se terminer. On savait qu'il y aurait de la fatigue. Finalement, le fait qu'il prenne le temps et que lui, il arrive à être un peu patient, Marc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit à ce niveau-là, et c'est ce qui fait qu'on peut rêver aussi un peu d'une suite de saison de folie, quoi. Je pense que lui a fait de la récup, contrairement à beaucoup d'autres. Et donc, tu le vois arriver en étant reposé, en ayant fait beaucoup de soins, beaucoup de récup, beaucoup de... Je sais pas s'il a fait... Je pense pas qu'il ait fait de la prépa, mais tu fais du renforcement. Donc, ton corps, il récupère, il se régénère. Et lui, il en est aussi à un stade où ces matchs lui ont servi à se mettre en jambes. Je pense que tu as dit un truc aussi, c'est qu'il connaît parfaitement son corps. Ouais. Nous, on l'avait interviewé avec Stéphane Bianchi il y a 2 ans du Parisien. Et c'était assez impressionnant. En fait, il nous expliquait, donnait des détails, que en fait, il avait un prépa physique pour faire du travail spécifique sur ses ischios, parce que c'est là où il avait son ischio droit, c'est là où il avait des fragilités. Donc oui, son corps, lui, il considère et il le perçoit comme une horlogerie. Et on le voit bien, en fait, cette horlogerie, contrairement à d'autres footballeurs,
elle n'a pas le droit à beaucoup d'écart où on peut pas y faire n'importe quoi. Ouais, et c'est vrai que quand on l'a vu presser sur le gardien vendredi, pas dès le début du match, mais tout à coup ça s'est déclenché et en fait on a eu des réminiscences vraiment de la Ligue des Champions en se disant mais voilà, la machine est enfin lancée, donc bon. Je me demande s'il n'y a pas un moment donné dans le match où Lucho vient lui parler, lui dit là il faut que tu redescendes un peu, lui demande d'organiser plus le jeu, et je me demande si de ce déclic, si cette transformation elle se fait pas à ce moment-là. Et ouais, non, effectivement, comme tu dis, le regard est important. Et moi je pense qu'il avait aussi besoin, enfin tu vois, ça fait quand même 6 mois de pause Ballon d'Or, on savait qu'il y aurait une certaine décompression, il y a eu des galas, il a gagné des prix à droite, à gauche. Forcément sa vie elle a un petit peu changé depuis 6 mois, et finalement ces blessures qui lui ont permis de se refaire un petit peu la cerise physiquement et de travailler un peu dans l'ombre pour revenir au top à une période qui chérit désormais. C'est plutôt bon signe tout ça. Ouais. Et puis il y a eu ce penalty raté aussi en je sais plus quoi, en Super Coupe d'Europe ou un truc dans le genre où il rate le penalty alors qu'il est face au parquage des Parisiens et que le parquage chante Ousmane Ballon d'Or. Et là on se dit ah ouais mais non, en fait si à chaque fois qu'il est devant le but il entend ça et qu'il se met la pression et qu'il rate ses trucs, ça va être un enfer sa saison. Et en fait peut-être qu'après il y a eu aussi un switch, peut-être des supporters qui maintenant le chantent après ses buts. Ouais. dans le doute. Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi j'aimerais bien la bonne interview à faire avec lui, c'est qu'il nous raconte en fait tous ces 6 derniers mois et comment en fait, qu'il nous parle un peu de son corps, qu'il nous parle un petit peu aussi de la manière dont lui il a appréhendé les matchs. Moi j'ai l'impression qu'en fait à chaque match depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, il y a des consignes où il fait des choses très différentes. Par exemple avant la trêve, on le voyait très bas, il trottinait, on voyait qu'il y avait du rythme, il y avait très peu de duels. Contre le Paris FC, il y a des moments où il était à droite et on le voyait prendre beaucoup d'espace avec de la vitesse. On sait que Lucho, ça fait un petit moment qu'il le met plus à droite pour être dans la provocation. Donc, tu avais le sentiment qu'il était sur ce côté-là pour pouvoir refaire ses exercices, rentrer intérieur. Réciter ses gammes, quoi. Et réciter des gammes et retrouver peu à peu chaque élément de sa palette. Et en tout cas, ce qui est sûr, Mathieu, c'est que pour nous, voir évoluer ce joueur cette saison, le voir mettre le but qu'il a mis vendredi, après qu'on ait à nouveau eu des doutes, parce qu'on est des hommes de peu de foi, comme ils disent dans la Bible, ça nous apprend la patience aussi, quoi. En fait, à chaque fois qu'on a un doute sur un truc, ces derniers mois au PSG, en fait, le temps nous montre que non, il n'y a pas à s'inquiéter. Et Mathieu, c'est aussi une façon de nous dire à nous, les supporters, même le doigt sur la bouche, c'est peut-être aussi pour nous, calmos, quoi. Laissez-nous bosser tranquillement. T'es prêt à attendre, Mathieu? T'es prêt à être patient? Mais on est supporter du PSG, fait pas partie de notre ADN d'être patient. On est tous en thérapie collective depuis l'année dernière. Non, il suffit qu'il rate son match de demain au Sporting, et on sera les premiers à dire faut pas le prolonger, c'est une pipe, on a tiré le meilleur. Moi, j'ai pas changé d'avis là-dessus, par contre. C'est impossible d'être patient avec ce club parce que c'est comme ça. Et puis le haut niveau, t'as beau dire ce que tu veux, il faut gagner tout de suite. Et puis en plus là, on a goûté au succès, donc c'est tellement n'importe quoi ce club. C'est que demain, je souhaite pas, mais il y a bien un jour ou l'autre, tu vas la rendre cette Ligue des Champions. Donc si tu sors en quart de finale ou en huitième ou en demi, j'en sais rien, tu vas avoir l'impression que toute ta vie c'est de la merde. Que tu auras envie de te foutre en l'air, alors que voilà, c'est comme ça, il faut accepter de gagner, il faut accepter de perdre, et ça, je ne sais pas si on est capable de rendre une Ligue des Champions qu'on a eu un an, comme si on avait l'impression qu'on l'avait depuis toujours, quoi. Marc, tu avais envie de réagir sur la prolongation ou pas de Ousmane Dembélé? Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas se laisser... j'allais dire duper, endormir, c'est pas les bons mots, mais faut pas entrer dans une précipitation à vouloir signer Ousmane Dembélé dès le mois de février et sa prolongation dès le mois de février parce qu'il a marqué ce but, parce qu'il revient bien. Je pense que c'est un dossier qui va au-delà de l'aspect purement technique. Il faut voir si physiquement il n'y a pas de rechute et à quel point tu peux compter sur lui dans cette deuxième partie de saison. Qu'est-ce que le staff va percevoir aussi de son retour? C'est-à-dire, est-ce que ses problèmes musculaires sont vraiment derrière lui et c'est dû à une accumulation, à des choses aussi qui sont de l'ordre du mental. Je rappelle aussi qu'il s'était blessé en équipe de France à un moment où il aurait été plus précautionneux de ne pas le refaire jouer parce qu'il n'était pas à 100%. L'autre point, c'est que le salaire qui va être le sien est un peu en dehors des grilles ou de la politique salariale du Paris Saint-Germain. Donc, quelle va être la pirouette qui va être trouvée, je sais pas, mais... voilà, ça va être long et pénible et je pense que pour que lui il ait un rendement optimal, c'est peut-être mieux que ça se fasse après la Coupe du Monde plutôt que
en pleine Donc, saison. qu'on soit patient, encore une fois. Quoi. Comment ? Qu'on soit patient, ouais, encore une fois. Il a 2 ans, il a 1 an et demi de contrat encore. Donc, on est large. 2 ans. Il faudrait pas que ça pollue. 2 ans. Faudrait pas que ça pollue les prochains mois à venir, ces négociations, qu'on en parle tout le temps, qu'ils sont pas d'accord. Je sais pas quelles sont les prétentions salariales, je sais pas ce que le club est prêt à donner. Très cher. Dans ces petits papiers. Les prétentions très chères. Ouais. Alors que le club est pas prêt à donner très cher. Et normalement, il a décidé qu'il ne donnait plus autant. Normalement, sur le papier, on est censé un petit peu mieux réguler les salaires. Si Ousmane nous craque le boulard, écoute, la porte sera peut-être là aussi, comme ça a été pour Gigio, je sais pas. Après, les salaires sont toujours très bons. Hein. Oui, t'as pas à te plaindre. Oui, c'est sûr, oui, forcément, évidemment. Bon, on va clore ce dossier Dembélé. On a commencé avec ça parce que comme ça, on a commencé directement de plein pied dans le kiff et dans le football frisson. Maintenant, on va faire vos j'aime et vos j'aime pas, qui sont parfois un peu nuancés entre le j'aime et le j'aime pas. On va commencer avec toi, Aymeric. Ton j'aime ou ton j'aime pas ? On va prendre un petit j'aime puisque on n'a plus le droit qu'à un seul, donc autant rester positif. J'ai dit que j'aimais croire à l'idée, donc c'est quand même pas certain. En fait, c'est un j'aime pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'était nuancé. J'aimerais bien aimer, quoi. J'aimerais bien. J'ai envie de croire que la théorie de la bouteille de ketchup va se vérifier pour Barcola, qui a marqué contre Lille en toute fin de match. On sait que on le voit tous jouer depuis un moment. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas planté un but. Alors il fait énormément de différences. Il aide beaucoup le collectif, même si parfois il a toujours cette attitude un peu nonchalante qui peut m'agacer. Mais voilà, devant le but, c'est le calvaire, la croix et la bannière. Et voilà, est-ce que ce but-là peut remettre de la confiance ? Est-ce que ce but-là peut permettre... Alors, je ne demande pas un déclic à la Ousmane Dembélé, parce que Ousmane, le déclic la saison passée, c'est quand même principalement beaucoup, en tout cas le replacement dans l'axe, cette liberté qui lui a été donnée, ce que n'aura pas Barcola, même si à Paris, les postes sont interchangeables. Mais j'attends quand même un petit déclic. On sait que pour un attaquant, il suffit de pas grand-chose. Même si ce but-là, il n'est pas forcément beau, mais il est allé le chercher. Il fait l'accélération, il le croque dans les pieds. Il finit le gardien de manière létale juste devant le but. Ça peut suffire. Est-ce que donc si on retrouve un Barcola qui enchaîne quelques buts, là, tu joues à Auxerre, ensuite il y a Newcastle, Strasbourg. J'ai envie de croire à ça. On a besoin de revoir ce garçon buteur et je pense que ça devrait contribuer à ça. En tout cas, je prie pour ça. Donc on attend tous le prout du ketchup avec tous les buts. Si j'avais su, j'aurais dit j'aime pas. Tous les buts de Barcola qui vont arriver maintenant. Mais surtout que moi, je te parle de l'effet en bouteille, tu sais. Non, moi je. Ah ouais. Non, mais moi je pense que c'est ça l'effet ketchup, c'est quand il n'y a plus et que tu appuies et puis que ça sort pas, puis d'un coup tu fais. C'est ça l'effet ketchup, sauf que tu peux le faire avec une bouteille et ça fait splosh, ça fait pas prout. On est vraiment en train de parler de ça, des bruits de bouteille. Je te jure. Il va être content, Bruno Salomon. Mathieu, est-ce que toi, tu penses que c'est possible que le but contre Lille débloque Bradley Barcola ? Je sais pas, mais j'aimerais bien, parce que contre le PFC m'a rendu fou. Et à Noël, je crois que le PSG avait mis une vidéo de tous les buts de 2025. Là, ça a duré 31 minutes, donc je me le suis fait au petit-déj pendant que je prenais mon chausson aux pommes délicieux. Ouais. Et ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu regardes ? Je lui dis, les buts de l'année dernière. Elle dit, mais t'as pas encore autre chose à foutre ? Et donc, elle a l'air sympa. Voilà, mais tu sais, je la gonfle un peu avec le PSG. Donc, je me suis enfilé 35 minutes de but. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la saison dernière, enfin, sur l'année civile 2025, il est quand même impliqué dans beaucoup de buts, que ce soit 44. À la passe ou... Ouais, c'est... 44 en fait, d'après Marc. Il a une production qui est assez pharaonique et qui est assez mésestimée, je trouve, par moi le premier, parce que on retient surtout ses ratés, comme son raté en finale de Ligue des Champions, mais c'est un joueur qui est tellement utile et collectif qu'il faut le garder dans la rotation. Moi, je trouve par exemple que sa prolongation, elle est plus importante que celle d'Ousmane, parce que Ousmane, il y a un peu un côté médiatique dans sa prolongation, c'est le ballon d'or, etc. Mais Bradley, il est vraiment important dans l'équipe et c'est au staff, je trouve, il faut réussir à trouver une espèce de déclic mental, qu'il arrive à se faire un peu plus violent. Je le trouve encore un peu trop gentil parfois, mais quand il est en forme, c'est quand même un joueur déstabilisant. C'est le seul qui peut prendre la profondeur. Il est assez polyvalent et j'espère que ces périodes de doute vont lui faire du bien parce que je pense que ça peut être un facteur X. Donc c'est pas grave s'il marque pas plus. S'il continue à donner des passes, regarde, le trophée des champions, la passe décisive, elle est exceptionnelle, c'est lui encore. Donc c'est un joueur létal, mais ouais, faut qu'il arrête par contre de rater
Pierre Ménès dans un couloir quand il est face au but. Quoi. Ça, c'est donc plus il possible. est létal, ça. mais pas tout le temps, quoi. Parce ouais. que, voilà. Du coup, t'en penses quoi, toi, Marc, de Barcola? Parce que c'est quand même le deuxième joueur le plus utilisé l'année dernière par Luis Enrique. L'année dernière, c'est 22 buts, 22 passes D. Ouais, c'est ça. Ou 21-21, je crois. 22-22, je crois. Ouais. Ou 21-21. J'ai regardé avant de venir 21-21. C'est Oh là là. 42 buts. Incroyable. C'est ouf, hein. C'est une dinguerie. Et c'est le joueur le plus décisif de la première partie de saison. C'est incroyable. Donc, et nous, on est là et on doute, quoi. Non, mais en fait, on est complètement. Moi, c'est pas tant le fait qu'il rate des buts qui m'inquiète. Je trouve que dans le jeu, il est très effacé, en fait. Il était très effacé. Et que lorsque Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont rentrés contre le Paris FC en Coupe de France, il a presque complètement disparu. Donc il y a des petits signes de sa place dans le jeu, de sa capacité à apporter quelque chose ou à se montrer, à avoir l'étoffe qui portait, qui amenait des doutes. Et moi, ce que j'ai trouvé qui était sympa contre Lille, c'est qu'il rentre dans le match avec appétit, dans les duels avec dureté. Et tu le vois aller gratter, chercher. Et en fait, moi, je préfère le voir avec du déchet, mais de l'énergie plutôt que de l'apathie et en plus du déchet, tu vois. Ouais, évidemment. Je ne sais pas si vous aviez noté la réaction de Luis Enrique sur le but de Barcola vendredi, où en fait il a une gestuelle comment dire, pas de colère, mais il a une gestuelle mais tu vois ce que ça donne quand tu te bouges un peu le cul, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne. Un POTA dans sa bouche, un petit putain, c'est bon. C'est ça. Voilà, enfin. Exactement. Moi, je pense que c'est très bien résumé. Si c'est ça, c'est très bien résumé. Oui, c'est ça. Après bouge-toi le cul, quoi. Ouais. Il paye un petit peu. Il a quand même, pendant que Ousmane et Désiré Doué étaient blessés, il a aussi beaucoup joué. On a attendu de lui qu'il prenne ce lead. À une période où, si j'en crois les suiveurs, les spécialistes du club, il aurait eu aussi besoin de souffler un peu. Donc forcément, ça s'en ressent. Des joueurs athlétiques comme ça, des joueurs qui misent beaucoup sur la vitesse comme Ousmane, s'ils sont pas à 100% physiquement, ça se ressent. Et je pense que lui, il a un petit peu payé là. Donc faut pas non plus trop lui tomber dessus. C'est quand même un joueur qui a un truc différent des autres. Ces stats de la saison dernière nous le disent. Et je suis d'accord, la priorité, l'une des priorités, c'est de bien faire le travail pour le prolonger proprement, parce qu'il faut pas qu'il parte du club, lui. Et en fait, on a aussi compris qu'il fonctionne pas du tout comme une machine. C'est vraiment un jeune homme sensible. Qui a besoin aussi de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance, et on le voit, il y a des périodes où tout à coup on sent qu'il est plus trop là, et puis tout à coup il revient, et voilà, la concurrence avec Gvara l'année dernière lui a fait beaucoup de bien, donc peut-être qu'après de voir que finalement c'était Gvara qui était passé devant en termes de titulaire, peut-être que ça l'a aussi déstabilisé. Bon, en tout cas on croit en lui, et on espère que tout va bien continuer pour lui. Matt, ton j'aime pas à toi, c'est un j'aime pas. Je suis un peu inquiet pour notre ami Seny Mayulu, qui il joue beaucoup, donc ça c'est bien. Bon, il est trimballé à pas mal de postes différents, mais ça fait un moment qu'il sort pas un bon match et qui semble vraiment effacé physiquement. Il a peut-être un contre-coup. Puis même, je trouve que techniquement, il manque de plus en plus de justesse, alors qu'au début, c'est rentré, où les matchs, quand il était performant, tu sentais il avait une qualité de frappe, d'instinct, il faisait les choses assez justes, que ce soit dans la passe ou dans le tir. Et là, il l'a perdu depuis un moment, et il est vraiment, vraiment dans une période difficile, un peu comme avait connu Ibrahim Mbaye à un moment donné. Peut-être qu'il a beaucoup joué et qu'il n'est pas encore apte à enchaîner les matchs, parce que je crois qu'à un moment donné, il était quasiment sur 13 titularisations de suite en Ligue 1. Enfin, il était sur un chiffre assez hors norme. Je sais qu'aussi c'est un enjeu contractuel, parce que sa prolongation elle va être amenée à être discutée, mais en ce moment il fait pas des bons matchs, donc ça serait bien qu'il se retape un peu, et puis qu'il redevienne le joueur un peu insouciant qu'il était et qui plaisait au coach et au staff. Marc, toi qui es un des journalistes qui connaissent le mieux les titis du PSG, comment tu vois les dernières semaines de Seny là? Tu sais, c'est un peu le même constat que pour ces joueurs qui traversent, tous ces joueurs du PSG qui traversent des périodes difficiles. C'est pas tant un manque de réussite face au cash, c'est surtout une capacité à trouver une place dans un système, à y montrer leur personnalité, leur qualité technique. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on le voit plus, qu'il a un peu disparu. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moi j'y crois pas à l'histoire de la prolongation de contrat et tout. Tu veux dire, tu crois pas que ça puisse influer sur en fait, quand on veut te prolonger ton contrat, c'est quand même que tout se passe bien et que tu montres de bonnes choses, donc qu'on te fait confiance. Donc si on te fait confiance parce qu'on veut te prolonger, enfin qu'on te montre qu'on te fait confiance, tu délivres des mauvaises prestations. Bon. Je vois pas. Ça devrait pas. Je vois pas le rapport de cause à effet en fait. Ça peut être le rapport, il peut être aussi dans la façon dont l'entourage gère. Il est jeune. Est-ce que tu vois, si c'est ces agents par exemple qui discutent et que c'est compliqué et que lui il se retrouve au milieu, je sais pas. Non, les agents de Seny Mayulu, je les connais pas personnellement. Ouais. C'est quand même des agents qui, sur le marché, ont déjà fait des grosses négociations. Quand tu es l'agent d'Aurélien Tchouaméni, de Jules Koundé ou de Mike Maignan, ça va, tu vois, il n'y a pas de problème sur les discussions contractuelles. C'est des gens sérieux, quoi. C'est des gens sérieux. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est des gens qui ont connu Luis Campos parce qu'ils ont signé le premier contrat de Seny Mayulu au PSG. Ils ont fait Mike Maignan à Lille. Donc, il y a une relation et il y a une bonne relation avec la direction sportive. Donc, je vois pas en quoi. Moi, la seule chose qui pourrait le perturber, c'est quelle est c'est plutôt la réflexion autour de son avenir. C'est-à-dire que il est dans une rotation, c'est un élément qui a une cote sur le marché. Je pense qu'il y a des clubs qui doivent venir en lui disant, écoute, chez nous, tu vas jouer à tel poste. Et puis tu seras certainement titulaire en fait. Enfin, même si on le dit jamais vraiment, mais voilà, on te baladera pas à droite, à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui le PSG est en capacité de donner ces garanties-là en termes à la fois de positionnement et en termes de temps de jeu? Bon, le temps de jeu il l'a, donc c'est ok, mais sur le positionnement, je suis pas sûr parce que cette année, elle a joué quand même latéral droit, attaquant de pointe, ailier droit, milieu aux deux postes. Aux deux postes de relayeur, donc ça fait, tu vois, était un peu baladé. Est-ce que c'est ça en fait le problème? Alors, en tout cas sur la partie, est-ce que lui il a une décision aussi en tête? Peut-être déjà il se voit un peu ailleurs parce que justement il y a peut-être un projet qui le botte. Voilà, je viens de démonter mon premier argument du coup. Ouais, mais ça montre que donc c'est un peu flou, ambivalent quoi. le contrat. C'est-à-dire que à la fois on te donne de la confiance, donc tu pourrais la montrer, mais en même temps si tu te poses des questions. Tu t'en sors bien avec l'ambivalence. Voilà. Et hop là. Voilà. Allez hop, la petite pirouette. Ouais, vas-y Matt, et après on demandera à pour aller dans le sens de Marc et le positionnement, c'est qu'aujourd'hui, moi par exemple, je ne saurais pas te dire c'est quoi le poste de prédilection et où il est le mieux. Seny, il me fait penser un peu à Christopher Nkunku, qui avait un peu le même physique, qui était à la fois très efficace devant le but et qui arrivait à être bon avec un faible temps de jeu, mais qui n'avait pas vraiment de poste et qui n'était pas assez fort, peut-être physiquement ou en termes athlétiques, pour être par exemple sur un côté ou être neuf de pointe. Et Christopher, il est un peu meilleur en deuxième attaquant. Et Seny, j'ai l'impression que ça pourrait être ça. Mais c'est un poste qu'on n'a pas vraiment au club. Donc dans cette réflexion, c'est vrai que avec ce postulat, où est-ce que tu le fais jouer et où est-ce que tu peux optimiser au mieux ses qualités? Et aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. Alors, Marc voulait ajouter à nouveau un truc et Aymeric, on arrive. Tranquille. Vas-y, Marc. J'anticipe un peu un des sujets de la fin de l'émission, mais il y a un joueur qui va arriver normalement dans les prochains jours au PSG, qui est formé ailier gauche, mais que les observateurs disent qu'à terme, quand il sera un peu plus étoffé physiquement, ce sera plus un joueur axe gauche, milieu offensif. Et donc, dans cette densification du milieu de terrain, où est-ce que tu places Seny Mayulu? Comment lui va percevoir l'arrivée d'un joueur qui est capable de jouer 10, 8 à terme, parce que c'est ça et qui n'est pas un ailier explosif, contrairement aux 4 autres, aux 3 autres qui peuvent jouer à gauche. Donc pour moi, Dro Fernandez, pour le citer, va jouer 8-10 et Seny Mayulu, c'est un concurrent. Attaquant. C'est plutôt un concurrent dans sa zone, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le premier truc que j'ai pensé, moi, en voyant le profil de Dro Fernandez. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est Mayulu, en fait. Après, ça dépend vachement. C'est pas le même profil, mais sur le positionnement. Non, mais on est obligé de se dire que Seny, quand il a appris le truc, il a dû se dire, ah mince, le seul mec qui arrive, c'est un mec qui peut potentiellement jouer au même poste que moi, sachant que ça va vachement dépendre de Kangin Lee aussi, de ce que fait Kangin Lee. Et si Kangin Lee s'en va, ça va quand même faire un petit appel d'air. Voilà, je sais pas s'il s'en ira, mais. Ouais, après, c'est pas. Enfin, Kangin Lee est beaucoup, je trouve, cantonné à
à son couloir droit, même Ah si bah non, il joue à plein de postes aussi. lui. ouais, il peut jouer relayeur, quoi, mais tu l'as vu jouer beaucoup à droite parce que en fait, c'est quand Ousmane est dans l'axe, c'est le seul pied gauche de l'effectif, et Luis Enrique il joue à peu près qu'avec des faux pieds normalement, même si Guevara et Barcola ils dépannent à droite, quoi. Seny, pour le coup, il a les deux pieds. Voilà. Aymeric, excuse-moi. Donc voilà. Non, mais non, maintenant c'est Aymeric. Non, mais surtout que j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être juste compléter un peu. On parle de l'arrivée de Dro Fernandez qui pourrait faire que l'autre se pose des questions. Tu citais Barcola quand Guevara est arrivé. C'est aussi ça, les grands clubs. On sait que c'est de la concurrence à tous les étages. Peut-être que l'arrivée de ce mec va lui remettre un petit coup de boost. Bon, ok, je traverse une phase depuis un mois et demi un peu compliquée. À 19 ans. À 19 ans, quand tu as vécu la saison dernière, juste une folie sportive, psychologique, bon, c'est pas interdit d'avoir un petit coup de mou une fois de temps en temps, mais c'est vrai que quand il est sorti à la pause contre Lille, bon là il jouait dans le milieu à 3, Romed Zahir Emery, les Lillois ils ont plus vu le ballon, ils ont plus passé leur moitié de terrain après ça, et le pressing était de retour à bloc, donc effectivement on a vraiment senti une vraie différence. La diff, le côté bénéfique de sa sortie en jeu. Mais comme pour d'autres, et principalement pour lui parce qu'il est jeune, je me fais pas plus de soucis que ça. J'espère juste, en effet, par contre, comme évoquait Marc, que c'est pas une histoire de sous-table, de prolongation, de machin qui pèse sur l'esprit du gamin, parce que ça, c'est toujours un peu compliqué. Seny, il est vraiment arrivé dans l'effectif pro avec une insouciance qui crevait l'écran, quoi. C'est-à-dire, même sa célébration en Ligue des Champions en finale, ça résume vraiment sa saison de j'arrive, j'ai tout à prouver, j'ai rien à perdre, donc je joue libéré. Là, mentalement, j'essaie de me mettre dans sa tête, mais mentalement, c'est complètement différent. Une deuxième saison avec les pros où t'es plus le petit qui arrive, il y a d'autres petits qui vont arriver, et ça y est, tu fais partie de la rotation. Tu peux te mettre une pression différente, quoi, en te disant maintenant, il faut que je conclue l'essai et que ça continue à fonctionner, quoi. Mais bon. Faut être meilleur, ouais. Oui, voilà, tout simplement. Faut être meilleur. Parce qu'aujourd'hui, le rôle qu'il avait, c'est ceux de N'Jantou, Mbaye, où tu as plus d'indulgence. Quand tu enchaînes 15 ou 17 titularisations, tu as un rendement qui est attendu. Donc, c'est sûr que si tu fais 3, 4, 5 matchs mauvais, tu auras toujours des circonstances, l'âge, le positionnement, etc., l'état de l'équipe, etc. Mais à un moment donné, c'est le sport de haut niveau et il faut être ultra efficace. Et quand tu n'es pas bon, comme contre Lille, tu sors à la mi-temps, mais c'est pas grave. Bon, mais tant mieux si c'est pas grave. Et on reviendra sur cette mi-temps à Lille et sur la réorganisation tactique, parce que Luis Enrique, il l'a dit après le match, il a dit ce qui est important, c'est pas qui est sorti, c'est en gros comment on s'est réorganisé, et on en reparlera parce que tout à l'heure, on se posera la question de savoir comment Lucho, après cette 100e victoire sur le banc du PSG, peut se réinventer pour que nos adversaires continuent à être surpris par ce que propose le PSG. On va terminer les j'aime pas avec toi, Marc. Moi, j'allais en parler de la réorganisation tactique. Non, non, parce que si tu... Le mec est relou. Non, mais c'est pas ça, c'est que la réorganisation tactique de PSG Lille, en fait, elle permet à mon j'aime Nuno Mendes. Nuno, pas Nuno. Nuno Mendes d'être plus influent, en fait. Oui. Donc, tout à fait. Il est resté dans une espèce de... Nuno. Ouais, j'ai le sentiment, quand je le vois, j'ai pas ressenti ça depuis longtemps, mais d'avoir un joueur frisson, tu te dis, il peut se passer. Lui, il a des clés, alors que en vrai, pas forcément, mais il a un peu des clés que pas grand monde n'a. Il est capable de claquer des passes dans la profondeur. Il a une qualité de centre qui est énorme. Il a une qualité d'accélération de 1 contre 1. Il peut percer plein axe. Ouais. Il a une qualité de frappe exceptionnelle. Sur coup de pied arrêté, on l'a vu cette saison, il marquait un coup franc magnifique. J'ai plus contre. À Lille, c'est à Lille. C'est à Lille, ouais, exactement. Okay. J'ai l'impression que c'est peut-être un des joueurs les plus complets de l'effectif parisien. Et je pense que c'est pour ça que ça en fait de loin le meilleur latéral du monde. Enfin, Hakimi en face. Devant Hakimi. Ouais, devant Hakimi, ouais. Je pense que Hakimi n'a pas la qualité de centre, il n'a pas la qualité de 1 contre 1 de Nuno. Pas la qualité de débordement, d'accélération. Il est meilleur dans le jeu combiné, mais en défense, il est meilleur aussi. Je pense. Je pense pas, moi.
Ah ouais, je pense que je il pense a quand même, comblé son retard. Il est parti. Ouais, mais il est parti Et dans le un 1 peu plus contre loin, 1, quand dans même. le 1 contre 1, Nuno, il est Je me souviens du match contre Yamal au Barça. Oui, mais depuis, Costaud. Même si il y a Yamal quand même revenait de il y a blessure, un step depuis quand même. Ah oui, carrément, bien sûr. step up. Il y Dans le a 1 contre carrément 1, un step. Je pense que Mais tu vois, défensivement, Nuno Mendes, pardon, oh là là, il va falloir que ça va venir, t'inquiète. Il a plus de matchs références défensivement que Achraf Hakimi. En fait, ce qui s'est passé avec Nuno Mendes, et là encore, c'est un peu le fil rouge, mais là encore, ça nous a appris la patience, c'est que comme Luis Enrique l'a obligé à défendre, à rester dans une défense à 3 pendant quand même de longs mois, on se disait, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il le bride ? Pourquoi il le laisse pas ? Et en fait, maintenant, on a compris, c'est comme ça que moi j'ai lu la saison dernière de Nuno, c'est qu'en fait, il lui apprenait à défendre et il lui a serré la vis en lui disant non, tant que tu sauras pas le faire, tu vas rester en défense. Et puis petit à petit, il l'a laissé s'exprimer aussi en attaque une fois qu'il avait sécurisé ça. Moi, c'est comme ça que j'ai lu le truc. Ouais, toi, Marc. Je sais que ça a été un des points de sa négo de prolongation de contrat d'avoir des garanties sur son utilisation dans le jeu. Donc il s'est trouvé bridé, tu vois. Alors il était bridé. Mais il s'est trouvé bridé. Et en fait, moi, je pense que à ce moment-là, il y avait à la fois la volonté, en effet, certainement de le faire progresser, mais il y avait surtout dans la tête de Luis Enrique, pas encore la solution pour équilibrer le jeu afin que Nuno Mendes et Hakimi puissent être en équilibre. Et donc, quand il monte beaucoup, il faut regarder le travail de Fabien Ruiz qui est souvent en recul, notamment, ça dépend des positionnements de l'ensemble du bloc, mais qui fait aussi beaucoup de travail de compensation. C'est vrai. Mathieu, Nuno Mendes, sa saison, elle t'inspire quoi ? Je me rends compte même que j'ai le sentiment qu'il est passé devant Achraf dans l'importance qu'il a dans l'équipe. Ouais, parce que regarde, Achraf, il est absent quasiment depuis le mois de novembre et on en a quasiment jamais parlé. Parce que t'as Warren. Parce qu'il y a Warren aussi. Oui, moi, j'ai mon hésitation de j'aime, pardon. Ouais. Parce que t'as Warren qui a fait un intermède, qui a ouvert le champ du possible, qui peut peut-être redistribuer les cartes à la fois en équipe de France, mais à la fois dans la composition du milieu au PSG, etc. Alors que demain, t'as Nuno on va dire Mendes parce que je ne sais pas comment on dit non plus. Nuno, c'est le plus simple. Voilà. T'as Nuno qui se pète 2 mois comme Achraf. Je ne sais pas comment tu fais parce que c'est pas Lucas Hernandez qui va l'aider, c'est pas Fabien Ruiz qui va reprendre sa place, c'est pas Pacho non plus. Là, tu es plus en difficulté que Achraf. Finalement, tu t'es rendu compte, c'était presque pas grave. Et si on s'était dit ça le soir où sa cheville tourne contre le Bayern, on était bien. Alors qu'on se disait, on a tout perdu, comment on va faire, c'est fini, il va jamais revenir. La saison elle est foutue, donc c'est pour ça que je trouve que Nuno, oh la vache, c'est relou putain. Nuno c'est pire que tout parce qu'il sait tout faire et il fait tout très bien. Et puis moi je suis d'accord avec Marc, je trouve qu'il a gagné en intensité défensive. Combien de fois il rattrape des coups par sa vitesse et ses incroyables qualités athlétiques et physiques. Et puis il a un vrai pied, il a une vraie sensibilité au jeu. Donc c'est un joueur qui peut jouer à plein de postes différents. Donc c'est un dragster, c'est un joueur incroyable. Et là, il est sur une pente ascendante. Il peut t'animer un couloir gauche tout seul. Ouais. Et t'en as pas beaucoup des joueurs qui sont capables de faire ça. Hein. Ouais, et je pense qu'il faut pas oublier sa mentalité aussi, parce que franchement, il y a eu des matchs où on était un peu dans la semoule, on pédalait dans la semoule, et lui, il s'est dit non, mais en fait, ça me saoule. Et il a pris des initiatives, et en fait, c'est lui qui a été le game changer du match. C'est arrivé plusieurs fois. Aymeric, Nuno Mendes. Ouais, ça se sent effectivement qu'il a un gros caractère qui s'impose de plus en plus dans cette équipe. Et pour juste compléter ce qui a été dit là, je trouve que c'est ça, c'est un joueur total, quoi. Il sait vraiment tout faire. Tu le vois contre Lille quand il décide d'accélérer, il fait sa spéciale là, au milieu de terrain, il pousse le ballon à 2 mètres et derrière il y a 3 mecs qui lui courent derrière, ils peuvent pas le rattraper. Donc tu as éliminé déjà un tiers de l'équipe. Et puis ses enchaînements offensifs, la patate qu'il envoie contre Lille à rien de la barre transversale, c'est l'enchaînement technique qu'il fait dans la surface pour se mettre en position de frappe. C'est du jamais vu pour ce poste-là. Donc, et puis en plus, c'est un mec qui est tellement bien au club, qui a tellement la mentalité du PSG. C'est un Parisien, quoi. Voilà, tu le veux jusqu'au bout. Donc, comme Marquinhos qui est arrivé avec ses bagouzes et ses boutons de pu là sur la tronche, qui est devenu vieux, qui a grandi avec nous, ses enfants sont plus. Non, mais c'est vrai, souviens-toi des photos quand il arrive de la Roma. Et aujourd'hui, c'est le daron, quoi. C'est Papa Marquis. Et voilà, moi, Nuno, j'ai envie vraiment que ce soit un joueur de club et qui, s'il veut faire toute sa carrière chez nous, parce que oui, c'est le meilleur latéral
latéral du monde à l'heure actuelle. Et je pense qu'avant de venir le chercher, avant de trouver de la concurrence là-dessus, il va falloir se lever méga tôt dans les 5-10 prochaines années à venir. Et puis, immense tireur de pénalty. Dans les différentes séances de tir au but qu'on a eu à faire, il a toujours très bien tiré. Au Portugal aussi. Enfin, c'est un joueur total et fiable. Alors qu'au début, on en disait c'est peut-être un chien fou. Il a peut-être en l'air. On a pris beaucoup de buts au second poteau quand il dormait un peu. Puis il a gommé petit à petit. C'est un 2002, donc c'est encore un enfant. Hein. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même deux latéraux qui se ressemblent pas trop finalement, mais qui sont quasiment les références à leur poste, qui sont jeunes, qui sont sous contrat longue durée. Donc c'est vraiment très bien, quoi. Ouais, on est plutôt pas mal sur les côtés. C'est chaud, hein, c'est là que tu sens que t'es vieux de ouf. L'année où on est passé à l'euro, quoi. Le mec, il est né à ce moment-là, quoi. Nous, on était en train de boire de l'alcool avec nos potes, c'est ça. Exactement. Pas moi. Oh, arrête. Je sais pas, j'avais 12 ans. Ah ouais, non. Moi, j'en avais 15 et effectivement, j'étais team Pia. Et non, pardon, j'en avais 14. Bon, donc tu buvais de l'alcool, arrête de nous raconter des mythos, enfin. Bon, bref, tout ça pour dire que si vous aimez Nuno Mendes, likez la vidéo sur YouTube. Voilà, je suis quelqu'un qui utilise vos émotions pour vous faire liker, parce que nous, ça nous arrange pour les algorithmes. Donc faites-le, nous on fait une minuscule pause et on revient avec Matt Fort, avec Aymeric Le Gall, avec Marc Méchénois, et on va parler des options tactiques de Lucho pour améliorer encore le football, ou en tout cas le faire évoluer, le football du PSG. À tout de suite. Infotrafic, musique et bonne humeur, le 17-20 de Ici Paris Île-de-France. Salut à tous. Éric Bastien. Quel plaisir, 3 heures de bonne humeur, plus près de vous pour vous accompagner, pour rentrer tranquillement à la maison, pour évoquer le patrimoine et les fiertés franciliennes. À tout à l'heure. Ici Paris Île-de-France, on fait la route ensemble de 17h à 20h. 100% PSG, la tribune. On a évoqué Nuno Mendes, on a évoqué Barcola et la bouteille de ketchup et on a fait des bruitages super sympas. On a évoqué Seny Mayoulou, on a évoqué Ousmane Dembélé. Maintenant, j'ai envie qu'on évoque Lucho. Parce que voilà, Marquinhos, après le match de vendredi, il a dit maintenant, nos adversaires savent ce qu'on va leur proposer, donc il faut qu'on trouve des nouvelles choses. Ça fait déjà quelques temps qu'on sent que Lucho essaye de mettre en place des nouvelles choses. Il s'est passé notamment un gros changement tactique à la mi-temps contre Lille qui a été vraiment... c'était le jour et la nuit avant et après. Ça a été très impressionnant. C'est vraiment le genre de coaching qu'on demande à un grand coach. Aymeric, je te vois aussi opiner du chef, donc je vais te donner la parole en premier. Est-ce que tu ressens cette intention chez Luis Enrique de faire évoluer quelque chose au PSG, et où est-ce que tu vois des signes ? J'opinais du chef juste parce que tu me regardais, parce que sinon, en termes de parce que je te fais peur, tout simplement. Culture tactique, je suis plus proche de Pascal Duprat et d'un éducateur à Clairefontaine post 98. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'admets mes lacunes. Je suis pas un spécialiste de ça, mais effectivement, tu sais. C'est très gentil. Quand tu as réinventé le football, alors j'exagère un peu peut-être, mais comme Luis Enrique... Tu as réinventé les gens qui avaient réinventé le football. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je vois que tu as quand même laissé une empreinte dans l'histoire du football cette saison. On en reparlera dans 20 ans au coin du feu avec un petit Deadpool. Voilà. Mais donc voilà, se réinventer aujourd'hui, après ce que tu as fait la saison dernière, c'est compliqué. Je pense que tu peux amener des petites touches, des choses qui vont un petit peu embêter les adversaires. Effectivement, quand ils changent à la mi-temps contre Lille et que Nuno Mendes, en fait, il se retrouve quasiment sur la ligne d'attaque. À un moment donné, les défenseurs lillois, ils sont là, mais c'est pas possible, ça va être trop compliqué. Donc oui, tu as ces petites choses-là. Derrière, je vais vraiment très certainement laisser plus Marc et Matt parler de ça, parce que moi, j'ai du mal à analyser, et j'ai regardé un peu moins de matchs du PSG cette saison. Je le confesse. Alors, Aymeric, je le confesse, ma sœur. Peut-être besoin de se reposer après les émotions de la saison dernière. T'es champion d'Europe, t'en as plus rien à foutre. Non, mais c'est pas ça. Mais aussi, il y a des trucs, des obligations professionnelles, etc. Et donc, j'ai pas tout regardé, ce qui est très rare dans ma vie. Donc voilà, je sais pas encore bien analyser qu'est-ce qu'a vraiment changé Lucho. Donc je vais écouter mes deux confrères, mes deux collègues avec grand plaisir. Là où c'est intéressant sur le match de vendredi, c'est qu'on passe à 3 défenseurs centraux avec Zabarni qui rentre en jeu à la place de Seny Mayoulou. Donc t'imagines le changement, tu fais sortir un attaquant milieu offensif et tu fais rentrer un défenseur central. Et en fait, ça a complètement changé du coup l'organisation de l'équipe. Ouais, Marc, ce qui était... Tu veux revenir sur le changement ou même sur tout ce que tu veux, C'était Marc. Intéressant de regarder au départ, en fait. Ouais.
au départ, Guevara et Doué, ils collent la ligne. Et tu as 2 attaquants qui tournent et qui bougent, qui sont Seny Mayolo et Doué. Et Ousmane. Ouais. Et ça, tu l'avais pas trop vu. Et tu avais presque que 2 milieux qui jouaient. Alors C'était un peu un 4-2-4, quoi. Ouais, il y avait même un presque... peu. Oui. Ou un 4-6. Non, mais avec un Warren qui revenait, c'était un 3-3-4, quoi, tu vois, avec Warren qui revenait au milieu. Je pense qu'eux, ils ont compris qu'ils étaient de mieux en mieux lus par les adversaires et mieux en mieux contrecarrés. Donc, ils ont une nécessité à trouver des solutions. Et après, bon, si on regarde bien, PSG, ils ont beaucoup d'occasions et c'est surtout, il y a un manque d'efficacité par rapport à la deuxième partie de saison qui est un peu problématique. Oui, parce qu'en fait, contre le PFC, tu as 25 tirs. Donc, tactiquement, normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut marquer, en fait. Contre Lille, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'occasions. Il n'y en a pas 25, mais il y en a quand même pas mal. Mais bon, tu mets 3 buts, magnifique. La première mi-temps est quand même compliqué. Mais tu mets un but sur une demi-occasion. Enfin, tu vois, en fait, en deuxième mi-temps, tu as le changement tactique avec donc Zabarni qui rentre et Seny Mayolo qui sort. Et là, tu vois l'effet sur les Lillois où tout à coup, leur équipe, elle se crispe. Vous voyez les anémones à la plage, quand vous mettez le doigt dedans, elles se referment comme ça, les trucs là, les coquillages. Bah là, j'avais l'impression de voir ça sur le LOSC en fait. On les a vus se replier en défense, ils se sont retrouvés sur 2 lignes, alors qu'avant, ça se tapait au milieu de terrain et c'était un match assez aéré. Matt, du coup, tu l'as pas vu, toi, ce match-là? T'as vu que les buts? Non, je l'ai vu samedi. Ah, tu l'as vu quand même. Mais du coup, en connaissant le résultat, etc., oui. Donc tu as une lecture beaucoup plus zen et tu regardes le match différemment. Mais le coach, de toute façon, quand tu gagnes comme ça, en imprégnant un style, et que tu es de facto l'équipe la plus scoutée d'Europe, parce que tu es l'équipe à battre, les adversaires, ils te lisent de mieux en mieux, ils ont de plus en plus d'échantillons, donc ils arrivent à développer de plus en plus de schémas pour t'empêcher de jouer. Donc là, c'est à toi de trouver des plans B, des plans C. Et ce qui nous manque peut-être, c'est comme on n'a quasiment pas changé d'effectif, on n'a pas réussi à injecter dans l'équipe des menaces différentes de l'année dernière. Donc les gens, ils sont moins surpris, puisque tu as quasiment le même roster que l'an dernier. Et ce n'est pas Zabarni qui va changer ta manière de jouer ou de faire mal à l'autre. Donc c'est peut-être ça qui nous manque, des joueurs supplémentaires, des menaces supplémentaires, des circuits différents. C'est bien d'avoir une ADN et un style de jeu, mais il faut être capable de proposer autre chose, parce que là on se rend compte qu'on avait déjà un peu ce souci l'an dernier, mais là c'est de plus en plus évident, c'est que dès que tu as une équipe qui joue bloc bas avec 5 défenseurs ou une espèce de 3-5-2 comme le PFC ou ce genre de choses, on est vite annihilé et on est presque contre-productif et on fait ces longues séquences de possession sans rythme. Donc il faut trouver des plans B, il faut aussi se régénérer physiquement, avoir un peu plus d'intensité, de vitesse, et puis ça va aller. Mais là, ça va un peu mieux, je trouve. Pour l'instant, j'espère que ça se terminera de la même manière, mais on est sur la même courbe peut-être que l'an dernier en termes de jeu, de conditions physiques, d'inefficacité. Donc à voir dans les prochaines semaines qui vont être déterminantes, comment on va réussir à changer tout ça peut-être. Évidemment, on voit tous la courbe. On voit qu'elle ressemble à l'année dernière où on a des matchs, sauf qu'on est bien meilleur en Ligue des Champions et qu'on est très bien placé en Ligue des Champions. D'abord Marc et après toi Aymeric. Marc, tu voulais ajouter un truc? Ouais. Sur l'aspect tactique, je pense qu'on a remarqué qu'on était très dépendant de Vitinha et les adversaires ils l'ont bien compris. En fait, si tu suis un peu la course de Vitinha, tu peux bouger ton bloc. Et si tu le bouscules, c'est ce qu'a fait Marseille sur leur victoire contre le PSG. Tu as des solutions là. Donc, à mon avis, dans ces changements, il a compris qu'il fallait peut-être un peu le décharger. Moi, je trouvais que Fabien avait été plus actif contre Lille et avec moins de courses dans le demi-espace. Tu sais, souvent, il offre ce surnombre. Donc il y a ça, et puis après je crois c'est là qu'on va avoir aussi le retour d'Hakimi, parce que Hakimi pour aider le bloc à rester haut, il est quand même hyper impactant. Je trouve que c'est un des joueurs qui récupère le plus de ballons très 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 haut. Voilà, et l'arrivée de Dro Fernandez, à mon avis, ça répond aussi à cette exigence là, c'est-à-dire pouvoir, quand tu es face à des blocs très bas, trouver des solutions dans les petits espaces, avoir un joueur un peu à droite pour délivrer une bonne passe, jouer en première intention. Et alors je dis pas que ça va être le game changer, mais peut-être pour entrer sur des fins de match et apporter un peu cette qualité, il a ce profil-là. Aymeric.
comme je disais un petit peu tout à l'heure, je trouve que c'est évidemment que Luis Enrique va apporter des petites touches à droite à gauche. Puisque l'an passé, tu as marqué un peu les esprits, qu'aujourd'hui, chaque coach qui affronte le PSG, c'est presque c'est quelque chose qui tient de l'orgueil. Il faut vraiment qu'on arrive à leur opposer quelque chose, à trouver des solutions face à cette équipe-là. Moi, je pense aussi, et ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on les sent un petit peu tous monter en puissance. Encore que, bon, Guevara, c'était mon j'aime pas, mais on n'en a pas parlé. Mais c'est des joueurs qui, voilà, quand arrive l'odeur du moment fatidique, janvier et février, c'est plus la même équipe. Et dans le pressing et dans l'intention de jeu et dans l'envie d'étouffer l'adversaire, je pense que même sans fondamentalement se réinventer, s'ils retrouvent cette mentalité-là, si les boss sont de retour, je pense que ça va quand même être très compliqué. Et moi, j'ai envie de croire qu'on va la garder, cette Ligue des Champions. Mais nous aussi, on a envie de le croire, Aymeric. Je te cache pas que ça nous ferait bien plaisir. Voilà. Mais il y a un changement qu'on n'a pas évoqué et qui, pour le coup, est un changement majeur qui a été apporté par Luis Enrique, c'est le changement de gardien, en fait. Parce que contre Lille, on voit que Lucas Chevalier, il joue très avancé. Il y a plusieurs phases de jeu où il est vraiment loin de son but. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à Djidjo. Pour l'instant, les effets ne sont pas stupéfiants, je trouve, sur ce qu'on voit. Enfin, on voit pas une différence vraiment majeure, mais c'est quand même important. Et en tout cas... Si, tu vois, toi, une différence majeure. C'est surtout ses partenaires. À part qu'il a failli se faire lober plusieurs fois dernièrement. Non, mais ses partenaires, tu sens qu'ils le cherchent, quoi. Ouais. Tu sens qu'ils ont confiance. Est-ce que tu sens une diff, vraiment, fondamentalement Non, mais... Pas encore. Je ne sens pas une diff sur le résultat. Après, je pense que ce que Luis Enrique recherchait, c'était aussi un joueur qui était capable de relancer au pied et d'être un 12e homme, tu vois, sur certaines phases où en fait, tu es en phase basse, tu te fais presser. Avec un gardien, tu as un joueur de plus comme solution pour aller chercher un autre partenaire, ce qui peut être intéressant. Ouais, ce qui peut être intéressant, mais sachant que du coup, sur la deuxième partie du match, on a 3 défenseurs centraux de métier sur le terrain et que ça fait quand même une assise de 4 joueurs quand tu comptes Lucas Chevalier qui est juste dans leur dos, qui est quand même assez solide, quoi. Parce que Luis Enrique l'a dit à la fin du match, il a dit... Le problème de ce match, c'est qu'on a mal défendu. Et si on défend mal comme ça, il parlait de la première mi-temps, si on défend mal comme ça et qu'on ne presse pas assez, on n'arrivera pas à proposer le meilleur jeu. Donc c'est drôle parce que je regardais vos j'aime pas et c'est vrai qu'on se pose des questions sur Mayoulou, sur Guevara, sur Barcola, sur nos attaquants. Alors que Luis Enrique, lui, il dit non, mais c'est pas ça qui va pas en fait, c'est la défense qui va pas. Ce qui englobe aussi les attaquants, bien sûr, le pressing. Mais voilà, lui, c'est ça qu'il avait vu en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a aussi vu une équipe qui savait qu'elle jouait la Ligue des Champions dans 4 jours et qui voulait se rassurer un petit peu. Et justement, on va en parler parce qu'au moment où on se parle, là, on est lundi matin au moment où on enregistre, donc le demain soir pour nous, il y a ce match contre le Sporting Portugal qui va se profiler, qui est un match que je pense tous les amoureux du PSG et du football attendent avec impatience parce qu'on a envie de voir au niveau du foot ce que ça va donner, puisque le Paris Saint-Germain maintenant a vraiment un ADN semi-portugais, presque comme toi, Aymeric, qui nous explique comment on prononce les trucs. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit avec Bruno Salomon que ce serait bien qu'aujourd'hui, on ait un spécialiste du Sporting qui puisse nous expliquer un peu ce que vaut cette équipe. On rappelle que c'est l'équipe où a été formé, c'est le club où a été formé Nuno Mendes, le Sporting. Et on est avec Alex Carvalho, qui est le fondateur du site Golasso et qui est un gros spécialiste du foot portugais. Salut Alexandre. Salut tout le monde, comment vous allez ? On va super bien, on est très content de t'avoir avec nous. Donc tu es en présence de Matt Fort de SoFoot et Nice Matin qui est à Nice mais qui est avec nous. Marc Méchénois, insider et journaliste spécialisé sur le PSG. Et Aymeric Le Gall, supporter abonné à Hauteuil mais aussi et surtout journaliste à 20 minutes. Alors Alexandre, on a envie de savoir un peu à quoi s'attendre pour le match de demain contre le Sporting. Déjà, est-ce que tu peux nous dire si le Sporting est une équipe qui va bien ? Alors, le Sporting est une équipe qui va, je dirais pas qu'elle va bien, mais elle va pas non plus très mal. Enfin, il y a eu une meilleure période. Il y a eu une meilleure période, notamment avant le match contre Marseille, où l'équipe jouait très bien, avait des résultats assez réguliers. Là, on sent que ça commence un peu à devenir compliqué, notamment avec ils ont beaucoup de blessures. Il y a eu le départ à la canne de Diomandé, Pedro Gonçalves qui s'est blessé, qui est un élément hyper important du groupe, Kenda pareil qui s'est blessé. Donc on sent que le Sporting commence à tirer la langue. Donc il y a eu une élimination la semaine dernière en Coupe de la Ligue assez surprise contre Guimarães. Il y a eu un match nul
début janvier contre Gil Vicente à domicile, donc enfin à domicile à l'extérieur à Gil Vicente. Donc on sent que les résultats commencent à devenir plus compliqués. Maintenant voilà, c'est pas non plus dramatique. Ils sont deuxième à 7 points du FC Porto. Donc voilà, ça va pas super bien, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Alexandre, de Rui Borges, le coach du Sporting? Est-ce qu'il est là depuis longtemps et quel genre de football il propose? Alors, il est arrivé il y a un an tout pile. Il est arrivé en décembre 2024. Ça fait un an qu'il est à la tête de cette équipe. Il avait très très bien redressé l'équipe après le départ de Ruben Amorim, où du coup c'était João Pereira qui avait remplacé du coup l'ex-entraîneur de Manchester United, où voilà João Pereira avait des résultats catastrophiques. Rui Borges est arrivé et a fait énormément de bien. Et donc ils ont remporté le championnat et la Coupe du Portugal. Et là, au niveau de sa méthode de jeu, c'est un entraîneur qui aime avoir le ballon. C'est un vrai jeu de position. C'est sûrement ce qui se fait de mieux au Portugal en termes de jeu. Ça joue vraiment bien au football. C'est un vrai jeu de position avec des joueurs qui sont très bien situés dans les espaces. L'équipe occupe bien la largeur. Il y a des joueurs dans les demi-espaces. Il y a une vraie connexion entre les joueurs de devant avec une sorte de relationnisme. Les joueurs sont très proches les uns des autres, ça combine très bien entre les lignes. Donc non, il y a un jeu hyper agréable à regarder, à suivre, un vrai bon jeu de position. Leur petite faiblesse, c'est sur l'aspect défensif, notamment sur les transitions défensives, où ils ont un peu plus de mal à gérer tout ça. Mais voilà, c'est un football qui est alléchant, ça construit souvent à 3 derrière, mais ça joue en 4-2-3-1. Ça cherche la supériorité numérique dès la première phase de construction. Donc c'est une équipe agréable à regarder et ça sera sûrement un match très ouvert ce mardi. Si tu avais, bon, tu sais que évidemment maintenant les supporters parisiens, dès qu'on voit une équipe portugaise, on a envie de recruter des joueurs et on a envie de voir un peu, d'essayer de détecter les pépites, de faire notre mini Luis Campos. Qui sont les joueurs pour toi qui sont voilà les meilleurs de l'effectif et puis qui peuvent créer le frisson et qui seront dispo demain parce qu'il y a vraiment beaucoup d'absents? Alors il y a demain, ouais, c'est compliqué à répondre parce que Pedro Gonçalves, je pense pas qu'il sera présent, je crois qu'il est blessé. Kendall, c'est sûr qu'il sera blessé. Il y a Trincão qui est sûrement le meilleur joueur, voilà, l'un des meilleurs joueurs du championnat portugais depuis 2 ans maintenant, qui est vraiment là il a été replacé un peu plus dans l'axe en tant que numéro 10 et voilà il rayonne en ce moment, donc c'est vraiment un élément phare du Sporting en ce moment. Il y a Johnny Catamo qui a fait une excellente CAN et qui revient avec plein de confiance et qui est très très en forme aussi en ce moment. Il a joué avec quelle équipe à la CAN? Il est sorti depuis longtemps ou... La Mozambique. Il était avec la Mozambique. Oui, donc ça va, il pourra jouer demain. Il jouera demain, ouais, En l'absence de Kenda, du coup, ça fait du bien de l'avoir sur le terrain. Il y a Luis Suarez, l'ex-Marseillais, qui avait pas laissé forcément un bon passage en Ligue 1, une bonne image, en Ligue 1, et qui là, il revient très bien au Portugal et qui est vraiment très très bon avec le Sporting. Et voilà, après moi, la petite pépite que j'aime là-bas en ce moment, c'est João Simões, qui est vraiment un profil de milieu relayeur, un peu à la Warren Zaïre Emery, vraiment très impactant sur le plan athlétique, qui est vraiment dynamique, qui est vraiment solide sur ses jambes, mais qui est bon techniquement. Donc voilà, c'est un peu ces joueurs-là qu'il faudra ressortir demain. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de blessés, ils ont vraiment une cascade de blessures en ce moment, donc très compliqué pour eux à gérer tout ça. Aymeric Le Gall voulait te poser une question, Alexandre. Oui, salut Alexandre, j'avais une petite question alors, qui va mêler un peu le PSG. Je voulais savoir quel regard les supporters du Sporting portent sur ce qu'est devenu Nuno Mendes à Paris et est-ce que vous le saviez? Est-ce que vraiment vous le saviez que ça allait être ce que c'est là? Ça y est, Aymeric, je pense que oui, Nuno Mendes fait partie des catégories que j'aime appeler des cracks générationnels, du sens où tu sais très jeune que normalement, sauf grosse blessure ou choix de carrière désastreux, ce seront des joueurs de premier plan et ils font partie des meilleurs à leur poste. Donc Nuno Mendes, voilà, fait partie de cette catégorie-là. Très jeune, on a su rapidement qu'il allait devenir l'un des meilleurs à son poste. Et ce qui me choque le plus, et ce que je répète souvent, c'est que Nuno Mendes avait subi une grosse blessure quand il était jeune. À 15-16 ans, il a eu les ligaments croisés. Et on sait que quand tu as les ligaments croisés, c'est peut-être compliqué ensuite de revenir, notamment au niveau des appuis et de l'explosivité. Et au final, on voit que c'est pas du tout. Ça va. Il se démerde bien. Là-dessus, voilà, tout va bien de ce côté-là. Et non, Nuno Mendes, voilà, quand il était jeune, par exemple, son premier entraîneur,
Il y a une petite anecdote dessus, c'est que pour l'échauffement de son équipe, ce qu'il faisait, c'est qu'il fallait il demandait du coup à ses joueurs de prendre la balle à Nuno Mendes pendant 1 minute ou 2, et celui-ci ne perdait pas le ballon, quoi. Donc non, sur le plan technique, il était beaucoup trop fort. Donc non, très très jeune, il avait les mêmes qualités déjà. Forcément, il s'est développé encore plus sur le plan tactique, sur le plan technique, parce que forcément, tu évolues quand tu grandis, quand tu deviens plus âgé. Mais là, il avait déjà ses qualités brutes, donc non, on savait tout de suite que ça allait venir ce top joueur, tout simplement. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur sa mentalité à Nuno Mendes, sur sa personnalité, d'après ce que vous aviez vu au Sporting? Ce qu'on voit là, c'est un garçon, si je dis pas de bêtises, qui a perdu son père très tôt, de mémoire. Je sais pas, faut que je me vérifie là-dessus, mais c'est toujours été un garçon très posé, très mature, qui savait là où il voulait aller, qui a jamais posé vraiment de problème dans un vestiaire, très très joyeux, un vrai bon petit bonhomme vraiment là-dessus. C'est le même qu'on voit à Paris, donc je suis pas étonné. Et c'est un peu l'image de ce qu'on voit aussi des Portugais qui sont au Paris Saint-Germain, les Vitinha, les Neves, les Gonzalo Ramos, des bons petits garçons qui posent pas de problème, qui sont vraiment intégrés au groupe, qui sont adaptés très rapidement. Donc non, c'est les mêmes qu'on voyait au Portugal, qu'on voit depuis qu'ils sont tout jeunes. Et là-dessus, c'est vrai que en tant que supporter du Paris Saint-Germain, mais aussi portugais, ça fait plaisir de voir ces jeunes garçons qui sont restés les mêmes depuis qu'on les suit. Moi, j'ai pour passion de suivre un peu les jeunes au Portugal et voir qu'ils progressent, et en tant qu'humain, mais aussi en tant que footballeur, c'est vraiment super agréable. Ouais, je peux dire qu'on kiffe aussi, nous. Merci Portugal. Ouais, merci le Portugal, quoi. Vraiment, c'est trop cool. Marc Méchenois voulait te poser une question, Alex. Bonjour. Le Ça Sporting, y est, tout le monde dort. J'ai perdu. Bonjour. Non, le Sporting, Ouais. ils ont joué Naples, ils ont joué la Juve et surtout ils ont joué le Bayern. Et je voulais savoir comment ils s'étaient comportés face au Bayern et face aux grosses équipes en général. Est-ce que c'était plutôt replié ou c'est une équipe qui a essayé de faire le jeu? Ouais, pas de problème. Bonjour Marc. Non, c'est une équipe justement. C'est pour ça que je pense qu'on aura un match ouvert demain, du sens où je pense forcément elle jouera en bloc bas, parce que c'est compliqué de jouer en bloc haut face au Paris Saint-Germain, et généralement c'est le PSG qui a la maîtrise du ballon. Donc je pense que ça jouera en bloc bas, mais ça posera pas le bus non plus. Je pense qu'offensivement ils vont essayer de proposer des choses, parce que déjà ils sont à domicile et que le supporter portugais n'acceptera pas de jouer en bloc bas et de ne rien proposer sur le plan offensif. Donc contre Naples, contre la Juventus, contre le Bayern, ils ont eu leur moment fort, notamment contre la Juventus, où pendant 20-30 minutes, vraiment, ils ont joué dans le camp turinois, ils ont regardé la Juve dans les yeux, ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe de Juventus. Pareil contre Naples. Contre le Bayern, en plus, c'était une équipe un peu bis, donc ça a été un peu plus compliqué, mais leur prestation n'était pas à rougir non plus. Enfin, vraiment, ils ont proposé des belles choses. Donc voilà, ça défendra, ça c'est sûr. Ça jouera avec sûrement une minute de 5 sur le plan défensif. Ah. Mais derrière, ça va construire, ça va essayer de jouer, ça va jouer sur les transitions, sur les points faibles du Paris Saint-Germain. Comme vous l'avez expliqué en début, voilà, les équipes ont cerné de plus en plus le style de jeu du PSG. Donc là, le Sporting vont essayer d'appuyer sur nos points faibles. Mais ça va jouer, ça va tenter de jouer, ça va pas poser le bus et ne rien proposer sur le plan offensif, je pense. C'est pour ça qu'on aura un match assez ouvert demain, je pense. Matt, est-ce que tu veux poser une question sur le Sporting à Alex Carvalho? Salut Alex, je voulais savoir Salut. comment est née cette politique de formation des très très jeunes cracks au Portugal, parce que on sait que c'est le club de Cristiano, de Luis Figo, je crois qu'il y a Moutinho qui était passé par là, etc. Nani. Voilà. Est-ce que c'est le club formateur par excellence, et comment tu l'expliques ça? Ça l'a été. Alors, il y a une époque, dans les années 2000 ou avant, c'était forcément le club référence formateur au Portugal par rapport à Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Quaresma, Nani, Nuno Mendes maintenant. Donc voilà. Maintenant, ça reste encore un club qui forme très bien. La preuve avec Kenda, avec Nuno Mendes, avec Jean Simouge, avec Gonzalo Inacio. Maintenant, je dirais que le club référence actuellement en termes de formation, c'est Benfica. Benfica, c'est un club qui gagne tout chez les jeunes. L'année dernière, ils ont gagné le championnat U19, U17, U15, ce qui a été vraiment fait au Portugal, de gagner les 3 compétitions comme ça. Donc, ils remportent tout en ce moment au niveau des jeunes, Benfica. Ils ont gagné aussi la Youth League. Donc, en termes de référence, ça reste Benfica par rapport aux infrastructures, etc. Maintenant, le Sporting reste comme une belle référence au niveau national et forme aussi très bien. Et je pense que
Portugal n'a pas le choix de bien former parce que ça reste un pays où il n'a pas les droits TV centralisés, où il n'y a pas vraiment d'actifs, où voilà, il n'y a pas vraiment de choses où on peut avoir un apport financier au Portugal. Et le seul moyen d'avoir un apport financier et un actif, c'est de vendre les joueurs, et notamment les jeunes joueurs. Donc, on n'a pas le choix de bien former. Donc, voilà, il faut, ça passe par là, par avoir des bons éducateurs au niveau des jeunes, d'avoir des joueurs qui sont intelligents, mais aussi qui ont des grosses qualités techniques et physiques. C'est pour ça qu'au Portugal, on mise beaucoup sur la formation pour pouvoir les vendre plus cher et ainsi avoir un championnat attractif, du moins sur le plan financier, pour avoir des joueurs avec une grosse valeur marchande qu'on puisse ensuite revendre plus tard. Ça veut dire que la créativité que le Portugal est obligé d'avoir pour gagner de l'argent avec son football, en l'absence de gros droits TV, en fait, elle influence tout le reste du football parce que ça apporte de la créativité ailleurs, parce que les joueurs portugais sont souvent des joueurs frissons, fiables, qui font plaisir vraiment au foot et aux équipes qui les embauchent. Donc c'est quand même la grosse classe. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs français qui pourraient aller voir ce qui se fait au Portugal. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. En termes de formation, c'est vraiment impressionnant. Puis d'état d'esprit, de tout, quoi. D'autant que nos droits TV sont pas ouf non plus. Bah, donc il est peut-être temps de les suivre aussi. Bien sûr. Mais c'est pas simplement que de la formation technique, c'est qu'il y a un vrai accompagnement des familles et tout. Tout à l'heure, on parlait avant cette émission du fait que j'avais fait il y a quelques années un papier sur Renato Sanchez que j'ai jamais pu publier puisqu'il était tout le temps blessé. Un des l'ancien directeur du centre qui avait recruté Renato Sanchez, il me disait que voilà, en fait, pour que les jeunes pensent qu'au foot, il y avait aussi un accompagnement des familles, mais qui était un accompagnement à la fois un peu financier, pour les aider à combler leur fin de mois dans des familles très très pauvres, mais qui était aussi un accompagnement un peu éducatif du monde du football et du positionnement des parents vis-à-vis des enfants. Tout un tas d'autres choses qui étaient mises en place, mais c'était extrêmement carré et c'était un vrai investissement pour le coup qui à Benfica en fait quand même a des résultats qui se comptent en centaines de millions d'euros, je pense. Fabuleux. Bon, merci beaucoup Alex. Est-ce que tu es toujours consultant en scouting à l'US Grandville ? Non, plus du tout. C'était juste pour ça que j'ai mis entre parenthèses mercato d'été. C'était pour les aider un peu sur le mercato d'été. C'était une petite mission comme ça de 2 mois. Donc, en tout cas, tu es fondateur de Golasso TV et tu es vraiment un des spécialistes du foot portugais. Tu es supporter du PSG, hein ? Oui, bien sûr. Ah, surtout, bien sûr. Surtout. Donc, merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Juste, tu vois quel score là, pour le match de demain entre le PSG et le Sporting ? Je vois un match assez ouvert, donc je vois des buts déjà, mais je vois un bon petit 3-1 pour le PSG. Je vois pas forcément le PSG rester avec la saccage à violer, malheureusement. C'est une mauvaise habitude qu'on prend. Je vois le Sporting quand même marquer un but, mais je vois comme les PSG gagner, j'espère. Après, voilà, on subit un peu compliqué en ce moment, donc on est beaucoup moins confiant qu'auparavant, mais je disais que je pense, vu la forme du Sporting en ce moment, il paraît qu'il reste sur les 3 derniers matchs, c'est 2 résultats négatifs. Donc je pense quand même que le PSG est capable de gagner là-bas avec un score de 3-1. Je vois des buts, donc un match assez ouvert. Donc je pense que pour tout amoureux du football, on verra un beau match, j'espère. Nous aussi, on espère. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. À bientôt. Salut et bon match demain, notamment à tous les franco-portugais ou les Français d'origine portugaise qui aiment le foot et qui seront peut-être heureux de voir un match entre une équipe portugaise et le Paris Saint-Germain demain. Bien sûr, ils ne sont pas tous fans du Sporting, évidemment, mais voilà. On va parler maintenant avec toi, Marc, de Dro Fernandes. Donc Dro comme Pedro. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi on en parle là tout de suite et qu'est-ce qui se passe autour du PSG avec ce jeune garçon de 18 ans ? Parce qu'à la surprise un peu générale, parce que le PSG avait laissé filtrer qu'il ne recruterait pas au mois de janvier, sauf coût extraordinaire en termes d'opportunités techniques, c'est-à-dire de profil, mais aussi de financières. Et donc, Pedro Fernandes, c'est cette opportunité financière. Voilà, c'est cette opportunité financière et technique, que le marché ouvre. Et donc, il devrait rejoindre Paris dans la semaine. Je pense qu'on est quand même sur un timing qui fait qu'il sera dans le groupe pour le match du week-end. Ah ouais. Je pense, ouais.
Je pense parce que en gros, ce qui tu l'imagines là, dans le groupe carrément. Ouais, carrément. Je pense parce que en fait, comment ça s'est passé? Donc l'info, elle sort clairement vendredi soir. Ce qu'il en était à ce moment-là, c'est qu'il a trouvé un accord avec le PSG sur un contrat de 4 ans et demi jusqu'en 2030. Et donc l'info, ça, elle sort samedi. Moi, ce qu'on me disait, c'est que le PSG, en gros, c'était sa priorité, que Luis Enrique, qui partage les mêmes agents que lui, a un poids considérable dans son choix de rejoindre Paris. Et que comme il est encore jeune et qu'il n'a pas un contrat énorme à Barça, il a une clause libératoire qui est de 6 millions d'euros. Autant dire que pour Paris, c'est une paille. Voilà. Et même d'ailleurs, pour des bons clubs de Ligue 1, c'est comparé au rendement du joueur, enfin à son profil et à ses caractéristiques, c'est pas énorme. Et donc en gros, il a informé ce week-end, il a informé le Barça de sa volonté de rejoindre le PSG. Et le PSG a l'intention et je crois que l'a fait, a envoyé son intention de lever la clause libératoire de 6 millions d'euros. Alors il restait des détails à régler, je ne sais pas de quel type, pour autoriser le joueur pour laisser partir le joueur et l'autoriser à voyager vers Paris pour passer sa visite médicale. Enfin, après, à moins que vu qu'il y a une clause libératoire et que quand tu l'actives, c'est bon, normalement, c'est contractuel, tu pars. À moins que le Barça essaie de temporiser un maximum, je vois pas comment en fait le joueur ne peut pas arriver assez rapidement. Il n'y a pas une histoire j'ai vu passer ça hier vite fait, j'avoue j'ai pas préparé le truc, c'est une question comme ça, mais il n'y a pas une histoire en Espagne, c'est au joueur de racheter sa propre clause, sauf qu'il n'a pas 18 ans. Je pense que ça dépend. Il n'a pas 18 ans, t'es sûr? Non, il a 18 ans, depuis le 1er décembre. Il a eu 18, ah ok, d'accord. Depuis le 1er décembre. D'accord. Ouais. Donc, c'était pour savoir si ça pose des problèmes ou pas. Ouais, je sais pas si c'est une histoire de racheter sa clause qui, comme on a pu le découvrir quelques années après pour Neymar, génère quand même des frais supplémentaires pour le PSG puisque c'est considéré comme du salaire, donc il y a des charges. Je sais pas comment ça va se nouer, mais ça va pas être un problème pour Paris. Voilà, en gros, c'est au Barça de l'autoriser à partir. En tout cas, ce joueur, Dro Fernandez, c'est un joueur que Hansi Flick avait commencé à injecter dans son groupe. Il avait même débuté sur un match de Ligue des Champions du mois d'octobre, je crois. Ouais. Il avait d'ailleurs... il joue une heure. Ouais, il a joué une heure et il avait fait une passe D, ouais, voilà. Est-ce que tu sais un peu des choses sur ses capacités, ses qualités à ce jeune joueur? Bon, je savais qu'on allait en parler, du coup j'ai un peu préparé. Je sais, attends, 12 pages le dossier. On va terminer là-dessus. T'as 8 minutes devant toi. Non, mais j'ai fait une petite... On veut tout savoir. J'ai fait on veut voir le dossier. Une petite note. Alors, je sais pas s'il y a une caméra là. Voilà. La note sur le téléphone. Et du coup, en fait, ce week-end, je me suis dit avant de critiquer... Non, avant d'en parler, je vais aller regarder un peu des vidéos. Le problème quand tu vas sur YouTube, c'est que tu as des compiles avec que ce qui fait bien et rarement ce qui fait de mal, quoi. Donc je suis allé demander à des scouts qui ont pu le voir jouer ce qu'ils en pensaient. Et puis j'en ai un qui a gentiment accepté de me faire passer ses notes. Wow. Donc sympa. Ce qui en ressort, c'est que c'est un joueur qui a une bonne première touche de balle, qui est à l'aise dans les petits espaces, même quand il est sous pression. Donc tu vois, ça correspondait un peu à ce qu'on disait plus tôt dans l'émission, c'est que face à des blocs bas, c'est ce genre de joueur qui est pas trop perturbé. Système Barça de toute façon, qui est un joueur formé pour être dominant dans le jeu. C'est un joueur qui se déplace bien entre les lignes, qui trouve des bonnes solutions entre les lignes. Donc encore une fois, voilà, face à des blocs bas, il peut être un profil qui apporte. Donc une bonne lecture du jeu, surtout dans les plus petits espaces, c'est ce qui était noté dans les rapports. Souvent, en fait, son attitude dans ces espaces-là, c'est d'être assez juste et d'avoir beaucoup de sang-froid. Il se précipite pas, il fait des choix assez intéressants. Pertinent. Donc on est sur un profil créatif qui est formé au poste d'ailier gauche, mais qui n'est pas un ailier gauche comme on en a à Paris. À Paris, c'est beaucoup des joueurs de percussion sur les côtés, donc Ibrahim Mbaye, Barcola, Doué, Kvaratskhelia. Lui, c'est pas du tout ça, c'est plus un profil qui a d'ailier qui va avoir tendance à se réaxer dans le demi-espace, donc dans ce couloir entre l'axe et le côté. Voilà, on dit il peut jouer numéro 10, voire 8, mais
dans un temps un peu plus loin quand il sera étoffé. C'est un joueur qui a une bonne énergie, une bonne à la récupération, donc un bon pressing pour essayer de réduire les espaces, qui est totalement ce que Luis Enrique apprécie. Mais pour les petits défauts, c'est un profil qui est encore un peu frêle physiquement, qui doit s'étoffer et à qui il va falloir laisser du temps de ce point de vue-là. Mais qui déséquilibre les blocs, non pas ou les adversaires, pas par le dribble, mais par la passe. C'est pas un profil explosif. Et l'autre point négatif qui apparaissait dans les notes, c'était que c'est un joueur qui peut avoir tendance à disparaître dans des matchs. Voilà, il a des moments forts et des moments faibles où il pèse beaucoup moins sur le jeu. Donc en gros, c'est pas un joueur qui va apporter immédiatement dans la durée, qui va enchaîner des matchs de 90 minutes. C'est plutôt un profil qui va être encore post-formé, que Lucho et son staff vont travailler et vont amener petit à petit à occuper un poste qui a priori devrait pas être celui d'ailier gauche, parce qu'on est quand même plutôt bien fourni dans ce secteur, mais plutôt un profil de 8-10. Il va falloir du temps, aussi du développement physique, mais donc la concurrence, voilà, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'émission, c'est que ça va venir renforcer le milieu de terrain, peut-être titiller un peu un Seny Mayulu, voire à plus long terme un Fabien Ruiz. Ok. Voilà. Aymeric. Ce qui me plaît juste, au-delà du fait, je connais pas le garçon, mais j'ai quand même hâte de le découvrir, c'est d'aller prendre des joueurs au Barça comme ça. Le gamin se dit, non, s'il fait ce choix-là, dans un Barça qui joue au foot, qui donne sa place aux jeunes, c'est qu'il y a quelque chose aussi d'attractif désormais dans notre club. Alors je dis pas que le rapport de force s'est inversé, mais désormais il y a plein de jeunes qui sont dans ces grosses institutions-là qui avant ne bougeaient pas. Aujourd'hui on se dit le PSG, c'est peut-être un bon coup. J'imagine que Luis Enrique, le fait qu'il soit là, ça a aussi beaucoup aidé. Mais le même agent, je crois. Ils ont le même agent. Ivan de la Peña, qui est ancien milieu de l'OM et du Barça. Donc moi je trouve que c'est des signaux qui font plaisir au-delà du talent possible du garçon, qui selon ce qu'on en dit est quand même pas maladroit avec ses pieds. Donc hâte de le découvrir et puis content de ce que ça veut dire aussi pour notre club. Je trouve qu'on est aussi dans une situation agréable de clubs qui recrutent peu, et donc quand un joueur arrive, même un jeune, c'est le cas par exemple pour Renato Marin ou pour d'autres, on a le temps de se pencher sur leur profil, on a le temps un peu de prendre le temps de les voir éclore. C'est pas du tout par exemple ce qui se passe à Marseille, où c'est vraiment des fournées de joueurs qui arrivent, qui repartent, et où en fait t'as même pas le temps de réaliser qu'ils étaient là, qu'ils sont déjà partis. Matt Ford, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu veux réagir sur ce profil que Marc nous a brillamment exposé de Dro Fernandez, qui donc normalement devrait être un nouveau joueur du Paris Saint-Germain très bientôt? Ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne se soit pas mis sur un joueur confirmé ou affirmé. C'est pas forcément son âge, mais là c'est vraiment un pari, parce que c'est un joueur qui a très peu joué en pro. Je crois qu'il a fait 5-6 matchs. Et bon, ça veut pas dire que Hansi Flick le tient en haute estime, donc il doit avoir quelque chose. Et puis au Barça, faut se dire qu'il est barré par des crapes, parce que quand tu as Pedri, Gavi, Fermin Lopez, tu as quand même des joueurs exceptionnels devant, donc c'est un peu normal qu'il joue pas. Ouais, je regrette juste qu'on n'ait pas pris un joueur un peu plus établi, qui puisse rentrer dans la rotation tout de suite, être titulaire. Et après, j'ai cette crainte que ça soit pas un produit façon Xavi Simons ou Tenas, qu'on a aussi pris au Barça jeune et qui ont été 2 échecs plus ou moins relatifs au PSG. Non, je suis pas d'accord. Xavi Simons, c'est pas un échec financier en tout cas. Ah non, c'est une super vente, mais on en a fait beaucoup. Puis de toute façon, on voit la carrière qu'il a aujourd'hui. C'est surtout un crack marketing plutôt qu'un crack sportif. Mais donc voilà, là de toute façon le risque, nous à notre échelle 6 millions c'est un peu beaucoup. Moi il me manque 150 € pour avoir 6 millions, donc je suis un peu juste. Mais t'inquiète, le PSG les aligne pour toi, il n'y a pas de souci. 6 millions, le risque financier il n'est pas énorme, et puis tu as le staff idoine pour le faire progresser. Il a l'ADN Barça comme le staff, il y a plein de choses qui fait qu'il peut arriver dans un cocon et se projeter, donc maintenant il n'y a plus qu'à voir.
Voilà, c'est bien, c'est une belle conclusion. Il n'y a plus qu'à voir et on attend que ça d'ailleurs. Et on a match de Ligue des Champions demain. Pour ceux qui écouteront ce podcast avant le match contre le Sporting, sachez qu'on sera en direct aussi en live sur YouTube à partir de 20h avec évidemment Rabé, Bruno Salomon, moi et toute l'équipe. Donc vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, parce que si je le dis pas, après je me fais gronder par le barbu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, likez, abonnez-vous, tout ça, ça nous fera bien plaisir. Merci beaucoup Matt Ford d'avoir été avec nous, c'était très cool de t'avoir. Un plaisir, comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup Marc Méchénois, t'avais bien bossé le dos d'Oro Fernandez, donc merci et bravo. Merci. J'ai envie de te dire, c'est sérieux, c'est bien. Quant à Émeric Le Gall, qui n'a même pas regardé tous les matchs du PSG cette saison. Merci maîtresse, je veux dire merci maîtresse. Merci maîtresse. Mais qui prononce très bien le portugais, merci beaucoup Émeric, c'est toujours pour un plaisir. envoyer un petit message au barbu, comme tu dis, qui était aux urgences hier soir avec son fils pour un problème de coude jusqu'à 1h du matin. Exactement. Donc on pense aux deux. Et on était au téléphone à 6h du mat tous les deux pour préparer l'émission. Donc voilà, c'est une machine. Bruno Salomon, on t'embrasse. Martin, évidemment, on t'embrasse aussi. Rien de grave pour le coude de Martin. Donc tout est bien qui finit bien. C'est le problème quand on fait du hockey sur glace. C'est très dangereux. Voilà, salut tout le monde.